Bonjour à tous, nous revoilà pour parler du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir et de son épisode 4. Et oui, ça y est, dites-vous qu'on a vu la moitié de la saison. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Alors, est-ce que cet épisode est dans la lignée du précédent, un peu mou du genou, ou revient-on à quelque chose de plus punchy? On va voir ça, mais avant, si jamais vous vous sentez toujours un peu perdu et que vous souhaitez voir ou revoir le résumé de la saison 1, n'hésitez pas à aller le voir. Et à vous abonner bien évidemment au passage, si ce n'est pas déjà le cas. Comme d'habitude, je vais commencer par un avis général sans spoil, et ensuite je passerai sur une partie spoil avec des avis plus précis, des analyses et des théories que je pousserai davantage en live sur Twitch. Donc un avis général. Ce quatrième est clairement meilleur à mon sens que l'épisode 3. On a plusieurs arcs qui avancent, on a des personnages, on va dire, bien connus qui apparaissent. On a des passages assez forts en termes d'émotion, on a encore et toujours des indices sur qui pourrait être l'Istar, même si clairement c'est pas clair. Si je devais en revanche apporter un vrai bémol, c'est que j'ai la sensation que tout était très vite expédié. Là où la saison 1 avait trop de lenteur et prenait trop de temps sur certaines choses, la saison 2 amène énormément de choses mais ne prend plus trop le temps. Elle a plus le temps d'avoir le temps. Et surtout, on a toujours le problème des trajets qui sont faits de manière assez what the fuck. Bref, de toute façon, on va y revenir dans la partie spoil, mais avant, si je devais donner une note à cet épisode 4, comme j'avais mis 7 à l'épisode 2 et j'hésitais entre 5 et 6 pour le 3, je vais dire un 7 pour cet épisode. On a vraiment des scènes solides et bien faites, mais à côté, on a un arc narratif où on se fait un poil chier quand même. En tout cas, on va passer à la partie spoil, donc si vous n'avez pas vu cet épisode ni ceux précédents, mettez sur pause et qu'est-ce que vous attendez pour les regarder? Un épisode qui se focus vraiment sur 3 grands arcs narratifs, même si là l'arc Rune est sous-divisé en 2. On a à côté Galadriel, Elrond et les êtres des Galgal, et de l'autre Arondir, Théo et Isildur. Et je ne vais pas tourner autour du pot, cet épisode nous montre enfin le personnage de Tom Bombadil. Et dès le début, justement, je trouve qu'on a cette espèce de rapidité bizarre, puisqu'on retrouve l'Istar cherchant désespérément Poppy et Nori dans un désert beaucoup moins désert qu'il ne l'était dans l'épisode précédent. C'est vraiment quelque chose qui m'a choqué en voyant l'épisode. On passe du désert désertique à une sorte de pampa semi-verdoyante, et puis c'est moi qui n'ai pas suivi un truc ou il y a quelque chose qui va pas là? Il y a des étoiles au-dessus de votre colline. Mais mes amis et moi cherchions ces étoiles-là. Comment il sait que c'est au-dessus de cette colline, précisément? Pareil, je passe direct à la fin de l'épisode, mais le problème est similaire, cette traversée de la Terre du Milieu par les orques. Alors, pour rappel, les orques ne sortent pas 2 jours, puisque dans la saison 1, on avait vu que le soleil leur brûlait littéralement la peau, donc ils ont fait un trajet de l'enfer, mais vraiment de l'enfer, hein, ils ont quand même traversé en diagonale la Terre du Milieu, le tout en ne voyageant que de nuit. Et comment ont-ils passé leur journée? Alors, je me dis qu'ils ont dû commencer à voyager dès le départ de Sauron du Mordor, mais même là, si on suit l'arc d'Isildur, ça colle pas des masses. Ou alors il est resté enfermé dans l'antre d'Arachne un très long moment. On essaiera de calculer plus longuement tout ça en live samedi soir, et vous retrouverez le replay sur la chaîne mardi, mais honnêtement, le timing ne colle pas. Bref, j'ai fait une très longue digression, mais je reviens sur Tom. Je ne suis pas surpris qu'ils aient mis le vieil homme bois de fer, en référence au vieil homme Saul des livres, et globalement, je suis plutôt agréablement surpris. Le personnage est bien interprété, certains de ses chants font quand même un peu forcé par moments. On a Bédor, enfin, on l'a sans l'avoir, mais le duo est tellement déconnecté de tout que, bon, le fait que Bédor apparaisse sans vraiment apparaître, et en plus, comme elle est appelée aussi la fille de la rivière, ça passe. Tom fait énormément de magie facilement, pour tout et pour rien. D'ailleurs, ça doit être vraiment un enfer de manger avec lui. Reste des nouvelles de lui. Oh. Mais putain, mon os, Tom! T'es pas drôle, hein. Donc pour moi, on a bien une interprétation de ce personnage totalement surpuissant, sans raison, et d'un sens sans grande utilité. Oui, non mais désolé, hein, c'est pas totalement faux.
C'est très intéressant, je trouve, que Tom qualifie l'autre magicien, donc le magicien ténébreux d'Istar. Vous savez ce qu'il est devenu? Bah, il est devenu ténébreux, connard. Alors, est-ce que Tom se trompe? Je vais partir du principe que non. Donc, on quitterait définitivement l'hypothèse d'un simple humain ayant appris la magie. Donc, RIP la théorie de certains sur le futur roi sorcier d'Angmar. Alors, est-ce que je pense qu'il pourrait toujours s'agir du deuxième mage bleu et que le premier serait l'étranger? Eh bien oui, je le pense toujours. Même si dans cet épisode, on a un gros élément supplémentaire venant s'ajouter au point potentiellement Gandalf. Mais je vais y revenir juste après. Parce que je continue vite fait sur les pieds velus, rencontrant les hobbits du désert, les Forteaux. J'ai été clairement surpris qu'elles aient pu survivre à une telle envolée. Sûrement un buisson à l'Assassin's Creed qui les a sauvées lors de la chute. Pareil, le coup de foudre assez violent de Poppy avec personne. Ouais, j'ai pas trop compris non plus le coup du prénom, sauf une référence à Homère et l'Odyssée. Ils continuent à développer cette histoire de chanson et introduisent la recherche d'une terre promise, l'Eldorado des Hobbits. Alors, normalement, ça devrait plutôt être les champs Osiris, là où Sméagol trouve l'anneau, mais j'ai peur qu'on se dirige beaucoup plus vers du... bah allez, on va le dire, hein, vers du fanservice, et que ce soit tout bêtement la comté qu'à la fin de la série, les Hobbits découvrent et s'y installent. Puisque là, mine de rien, ils introduisent le fait qu'ils vivent dans des trous, et cela surprend Nori. J'ai l'impression que Nori va réussir à réunir tous les Hobbits de toutes les races pour s'installer dans la comté, et j'espère un peu me tromper. J'aime beaucoup cette dynamique des hommes du Rhûn forcés de travailler pour le magicien ténébreux. Bon, la chef des Forteaux qualifie l'étranger de grand elfe, Grandalf, Gandalf qui tient sa racine de deux mots, bâton et elfe, et puis clairement grand elfe, dites-le vite, il y a un côté hold the door, mais franchement, vous les voyez refaire le même coup? Moi non, ça serait quand même un peu trop pompé sur Game of Thrones. Et puis encore une fois, si c'est vraiment Gandalf, et que l'autre est vraiment, comme le dit Tom, un Istar, ça voudrait dire quoi? Que l'autre est vraiment Saruman? Donc Gandalf devrait arrêter Saruman au deuxième âge? Et ensuite, c'est fun and peace pour le Hobbit? Ça n'a aucun sens. Ou alors l'étranger est vraiment Gandalf, et l'autre magicien, le magicien sombre, est un des deux mages bleus, et on verra plus tard le deuxième mage bleu? Ou alors le mage bleu a tué le premier, déjà, dans un flashback, et on aura le flashback plus tard? Alors, je change d'arc narratif, mais j'ai énormément aimé toute la partie Ent. Franchement, on a une vraie émotion, je trouve, dans la scène entre Arondir et la femme Ent. A noter quand même que le monsieur Ent porte la voix de Horace Slughorn de Harry Potter. Et ouais, quand même, ça déconne pas, ils ont réussi à avoir cet acteur-là. Par contre, Estrid... D'accord. Bah, je suis content de pas avoir perdu du temps l'autre fois sur la marque dans la nuque, hein, parce que clairement, l'intérêt était limité. Ça me rappelle un peu la marque du Mordor, hein, c'est... En même temps, c'est encore une fois la marque du Mordor. Ils aiment bien la mettre un peu partout sans que ça ait une grande utilité à long terme. Et Isildur se fait quand même bien niquer sur ce coup avec le copain toujours vivant, hein. Mesdames et messieurs, le visage du somme. C'est con, la love story avait bien commencé, hein. Tu ne t'es pas bien nettoyé. T'as rien essuyé du tout, machine, là. Merci. Mais alors, rien du tout. Je me pose une double question via cette scène. Est-ce que ça y est, l'histoire de Théo est finie? En tout cas pour cette saison. Et sérieux, Seigneur de Pelargir? Carrément, comme ça? Mais du coup, Seigneur de Pelargir, donc... Seigneur humain, donc... Seigneur obtenant... un anneau de pouvoir des hommes? Non, pas le roi sorcier d'Angmar. Tout sauf le roi sorcier d'Angmar. Il peut être un Nazgûl, pas le roi sorcier d'Angmar. Pas Théo l'adolescent moustachu, en roi sorcier. Pitié à ça. Mais encore une fois, j'ai l'impression que tout va très très vite. On voit les Ents, hop, on les voit plus. Un peu d'être des Galgal, hop, ils sont vaincus. C'était court comme combat. Ouais, Le public est resté un peu sur sa faim. pas grave. Et bah oui, justement, plutôt que d'avoir une scène à la fin avec Galadriel qui nous refait des legolasseries à tout va, bah faites un vrai combat contre les êtres des Galgal, quitte à vraiment voir les elfes galérer contre eux. Galadriel qui, maintenant, a appris le sort imposition des mains. Comme quoi, faut pas négliger les anneaux dans votre stuff. Pour l'anneau qui soigne l'elfe, encore une fois, j'aurais préféré que les pouvoirs se manifestent contre les êtres des Galgal.
J'ai un peu l'impression de voir Grogu qui soigne ou un paladin dans World of Warcraft. D'ailleurs, il semble qu'on ait une seconde scène coupée puisqu'on n'a pas ce passage dans l'épisode. Et c'est forcément pas dans la suite puisque l'elfe noir meurt. D'ailleurs, on en parle du cliché assez fou que ce soit le noir qui meurt en premier, dans une scène un peu horrifique. En parlant de cette scène, franchement, elle est cool. Comme je disais, trop courte à mon goût, mais vraiment sympa. Et d'ailleurs... Plus connu chez les hommes sous le nom de Haut des Galgal. Pardon? Haut des Galgal. Non mais, excusez-moi, ça doit être mon grand âge, j'ai mal entendu. Vous avez dit Coteau des Tertres? Ah non. La VF utilise l'ancienne traduction. Il y a des fois où je suis un peu critique avec la VF sur la prononciation des noms, mais à côté de ça, il y a des moments comme ici pour le Haut des Galgal et non le Coteau des Tertres où bah, j'ai juste envie de leur dire merci et bah, je vous aime fort quand même. Merci d'utiliser l'ancienne traduction. On va s'arrêter un peu sur la vision de Galadriel parce que, mine de rien, on voit quand même Gil-galad et Elrond prisonniers par les orques quand ceux-ci abattent la statue de Fëanor. Alors, une vision qui va vraiment se réaliser ou... Si Gil-galad et Elrond sont vraiment capturés par les orques et emmenés au centre de la ville, ça voudrait dire que ce n'est ni Elrond ni Gil-galad qui seraient les Deus Ex Machina de cette bataille. Alors peut-être aurait-on vraiment l'armée naine qui viendrait sauver tout le monde? Mais encore une fois, j'entrerai beaucoup plus dans les détails dans le live analyse-discussion prévu samedi soir 21h, donc normalement ce soir, et en replay sur la chaîne YouTube dès mardi prochain. Donc je vous donne rendez-vous bientôt, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne avec le référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à tous et à la prochaine.